Conseil supérieur de la magistrature fait le point sur ses activités en 2016. Dans son rapport fait ce matin au président du Faso, le CSM dépeint une justice burkinabé plus performante au cours de l'année dernière. En 2017, le déficit de la balance commerciale du Burkina Faso s'est aggravé. En cause, la baisse des exportations et l'augmentation des importations. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays, comme vous le verrez tout à l'heure. Situation tendue et confuse ce matin à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Des délégués de promotion auraient été tabassés par des militants de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés, qui leur reproche de vouloir reprendre les cours malgré son mot d'ordre de grève. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, l'arrivée cet après-midi de la dépouille mortelle de Youssouf Ouedraogo, l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, décédé le 19 novembre dernier en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités étaient présentes à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir le corps de l'illustre disparu. Parmi elles, des membres du gouvernement et d'anciens collègues du défunt que notre reporter Luc Pagbelgem a pu interviewer. Il s'agit de Gilbert Noël Ouedraogo et de Yero Boli que je vous invite à écouter. Retenez de l'homme quand on vient d'assister à l'arrivée de sa dépouille. Quel souvenir vous gardez de lui quand vous étiez collègue ministre? Écoutez, un collègue qui collaborait parfaitement, très ouvert, très jovial, toujours disponible. Vous aviez appris qu'il était malade? Non. La nouvelle m'est tombée comme ça, absolument, et naturellement, on a tous été affligés en apprenant son décès. Je retiens de l'homme très affable. Je me rappelle qu'en 2002, nous avons effectué une mission ensemble au Maroc avec le président de l'époque. Et ça a été l'occasion pour moi d'échanger avec lui. Et j'ai vu en tout cas lui quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très technique également, puisque nous avons pu rédiger ensemble le discours que le président devait aussi à l'occasion de notre sortie. Et j'ai vu vraiment qu'il était efficace. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris sa disparition. C'est quelqu'un qui a montré ses compétences non seulement au Burkina Faso, mais également à l'international. Et aujourd'hui, c'est un de ces valeureux fils que notre pays perd également. Et je voudrais présenter toutes les compétences à cette famille. Et puis, Dieu qui nous À noter qu'une cérémonie d'hommage national a eu lieu ce soir même à la primature. Au domicile familial du défunt à Ouagadougou est prévue à partir de 20 h ce soir une veillée de prière. C'est demain en principe qu'aura lieu l'inhumation à Tikaré, village natal du disparu. Nos sincères condoléances à la famille éplorée. Le secteur de la justice, je vous le disais en titre, a fourni des performances satisfaisantes en 2016, d'après le Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM était au rapport ce matin à la présidence du Faso, où il a aussi été question d'exposer les difficultés tendant à remettre en cause l'indépendance de la justice au Burkina Faso. Rémi Lambert-Nébier. La justice burkinabé est devenue indépendante. Ce tête-à-tête entre le président du Faso et ses hauts magistrats déroge à la règle d'une session du Conseil supérieur de la magistrature CSM. Le président du Faso, qui présidait d'emblée cette session en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, n'est plus que l'hôte du CSM. La séance reste toujours solennelle mais prend désormais un caractère consultatif. À cet effet, le pouvoir judiciaire discute avec le président du Faso de ses rapports avec les autres institutions de l'État. Bon, parfois, nos décisions ont des difficultés à obtenir le visa de contrôle financier au niveau du ministère des Finances. Bon, il y a pas mal d'autres difficultés au niveau des départements ministériels. Et pour assurer une meilleure fluidité du travail. Tous les textes qui sont pris à l'Assemblée nationale, par exemple, qui ont trait à l'indépendance de la justice, il serait bon que le Conseil supérieur de la magistrature en soit informé pour apporter également ses contributions.
C'est au niveau du gouvernement également toutes les questions qui concernent la formation des magistrats avec la fonction publique. Tout ce qui concerne les textes qui n'ont pas été encore pris, etc., avec le ministère des Finances. Tout ce qui peut concerner les procédures de passeport, de protocole, etc. Ce sont des questions également qui doivent être examinées avec l'exécutif pour voir un peu comment placer le CSM également dans sa position au plan institutionnel et au plan également de la respectabilité également qu'on doit avoir vis-à-vis de cette institution. Il s'est aussi agi pour le Conseil supérieur de la magistrature de dresser au président du Faso les indicateurs de performance des différentes juridictions en 2016. Les justiciables saisissent de plus en plus nos juridictions, que ce soit les juridictions du premier degré, du second degré ou même des hautes juridictions. Il y a une augmentation également du volume du travail des magistrats par rapport à 2015. Ça veut dire que le nombre de dossiers traités par les juridictions a augmenté considérablement par rapport à 2015. Il y a également une augmentation dans la rédaction des jugements parce que vous savez, lorsqu'une décision est rendue, lorsqu'elle n'est pas rédigée, pour l'exécuter, ça devient difficile. Donc les magistrats ont beaucoup travaillé, ils ont rédigé beaucoup de décisions comparativement à l'année 2015. Pour mieux formaliser ce cadre de dialogue deuxième du genre, une session extraordinaire est convoquée pour le vendredi 12 janvier 2018. Le 11 décembre prochain, le Burkina Faso va célébrer le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Gawa, où aura lieu la célébration officielle, l'heure est au dernier réglage. Les infrastructures en construction sont quasi prêtes. On parle d'un taux de réalisation de 90% à une semaine de l'événement. Natacha Ouedraogo. À quelques jours de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, tous les ouvrages prévus pour être réalisés sont presque prêts. C'est ce qu'a affirmé le président du comité national d'organisation au cours d'une conférence de presse à Gawa ce 2 décembre. Selon Siméon Sawadgo, ce sont 26 milliards de francs CFA qui ont été investis par l'État et ses partenaires pour la réalisation des infrastructures. À la date d'aujourd'hui, l'ensemble de ces ouvrages est à un taux de réalisation de 90%. Ça, c'est la moyenne. Sinon, il y a des ouvrages qui sont déjà terminés à 100%. Donc, mais en moyenne, on est à 90% de réalisation. Certes, notre objectif était de livrer l'ensemble des infrastructures, mais ce taux d'exécution est assez satisfaisant à notre point de vue, vu que les 100% seront également réalisés dans les meilleurs délais au bénéfice des populations. Ça veut dire que les autres 10% vont être comblés rapidement pour qu'on arrive donc à 100%. Donc pour nous, tout est fin, prêt à Gawa pour la fête de cette belle fête. Voilà. Les ouvrages déjà fin prêts, il ne restait plus que le Premier ministre Paul Kabatieba de procéder à leur inauguration. Ce 3 décembre, le chef du gouvernement a passé près de 4 heures à faire le tour de 8 ouvrages. Il s'agit des voies bitumées, des logements, du stade régional, de la place de la Nation, du nouveau marché, de la gare routière et de la maison de l'Appelé. Toutes les infrastructures quasi achevées, Gawa a fait peau neuve selon le Premier ministre. J'avoue que j'ai été impressionné par l'état d'avancement des travaux. Si vous vous souvenez, les routes sont quasiment achevées à 100%. Nous avons également visité donc, les cités. Les cités, donc, vous savez qu'on a un programme de logement de plus de 475 logements à vocation sociale et à vocation économique qui sont quasiment achevés. Même la place de la Nation, toutes ces infrastructures sont quasiment achevées. La seule infrastructure pour laquelle je consens qu'il y a encore des travaux à faire, c'est la salle polyvalente. Et pour cause, la salle polyvalente a des travaux de démarrage à accusé de retard. De quoi réjouir les fils et filles de la localité. Et grâce à cette célébration, Gawa, la région du sud-ouest dans son ensemble et principalement la ville de Gawa et la province du Poni, chef-lieu de la région, vraiment a un nouveau visage, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez tout ce qui a été réalisé comme infrastructure dans la région. Je crois que c'est hors de pair.
Et en tant que fille de la localité, je ne peux que me réjouir de tout ce qui a été fait dans notre région. Et cela participera et participe d'ailleurs déjà à booster le développement économique et social de la région du Sud-Ouest. Le marché et la gare routière sont construits sur des zones inondables. Le Premier ministre rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter toute dégradation. La balance commerciale du Burkina Faso, c'est connu, est déficitaire. Mais au troisième trimestre de l'année 2017, ce déficit s'est aggravé, constate l'économiste du Faso. Pourquoi, comment et quelles conséquences sur l'économie nationale? Élément de réponse avec Abdou Razak Traoré qui a signé la chronique économique de ce lundi. L'or demeure le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Au cours des mois de juin, juillet et août de l'année 2017, son exportation a connu une baisse considérable estimée à près de 13% par rapport au trimestre d'avant. Il n'y a pas que l'or, même les fruits qui ont constitué le deuxième produit d'exportation à la même période sont également concernés par cette baisse. Et pendant ce temps, les importations, elles, ne font que grimper. Une hausse de plus de 6% par rapport au deuxième trimestre de l'année. Les spécialistes évoquent une aggravation du déficit de la balance commerciale au troisième trimestre de l'année 2017. Ce qui n'est pas forcément un bon signe pour, comment on appelle ça, si on veut regarder l'ensemble de la situation financière, même économique du pays. Parce que tous les pays cherchent à exporter davantage. Malheureusement, on observe que la tendance s'aggrave. Bon, les explications ne sont pas données clairement dans le rapport de l'INSD, mais le constat est que le déficit se creuse. Ce n'est pas un bon signe pour notre économie, parce qu'à terme, on va se déshabiller pour importer des marchandises et des produits. Alors, ça veut dire que c'est des ressources pas qu'on dilapide, mais c'est des ressources qu'on dépense et qui auraient peut-être pu servir à autre chose. Et en la matière, la responsabilité de l'État est plus qu'engagée. Il faut restructurer les choses de sorte à permettre aux entreprises de transformer les matières premières sur place, ce qui favorisera une augmentation des exportations. Au cas contraire, si la balance persiste à être gravement déficitaire, le Burkina Faso risque gros. Non, c'est un déséquilibre aussi, c'est un déséquilibre des comptes publics comme on dit. Maintenant, le cas extrême, c'est vrai que nous on est dans une union économique et monétaire, donc on est plus ou moins couvert, comme on dit entre guillemets. Mais imaginez si c'était un seul pays, vous avez une balance commerciale à ce niveau, ça veut dire que vos devises, c'est des contreparties financières. Quand les devises, quand vous les sortez, c'est de l'argent, il faut une garantie quelque part. Souvent, il y a la crédibilité de l'État. Parce que c'est quand vous avez de l'argent, qu'on a confiance en vous, qu'on peut aussi vous permettre. À l'importation, vous savez que c'est des garanties qu'on donne. Les banques centrales, les banques commerciales donnent des garanties sur le client, l'acheteur. Donc, ça fait que à terme, effectivement, si c'est un pays qui est fragile économiquement, on peut assister à des ruptures. Genre, les fournisseurs vont dire, bon, je ne suis pas sûr que vous pourrez me payer à bonne date, donc je ne vous livre pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est le cas extrême. Quand les fournisseurs n'ont plus confiance en vous, vous avez... Au troisième trimestre de l'année 2017, sur la base des importations enregistrées, la Chine populaire se positionne comme premier pays fournisseur de marchandises. Elle est suivie de la Côte d'Ivoire, de la France et des États-Unis. Des importations estimées à 583,7 milliards de francs CFA.
Bientôt une charte de l'eau du bassin de la Volta. Les résultats de l'étude diagnostique pour l'élaboration du document sont en cours d'examen à Zignaré. L'objectif de l'autorité du bassin de la Volta est de prévenir les conflits qui peuvent naître de la gestion des ressources en eau de son espace. Mamouna Takabouri. Même si pour l'heure, les pays membres de l'ABV, l'autorité du bassin de la Volta, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo, gèrent en bonne intelligence les ressources en eau dans l'espace drainé par le fleuve Volta et ses affluents, l'ABV veut s'assurer que ses membres ne s'entre-déchirent jamais, comme ça a été brièvement le cas entre la Côte d'Ivoire et le Ghana par rapport au barrage de Buis. L'élaboration d'une charte de l'eau du bassin de la Volta s'impose donc à l'autorité. Mais avant d'en arriver là, une étude diagnostique, technique, juridique et institutionnelle a été menée pour une charte en phase avec les réalités des pays membres. Et cette rencontre de Zignaré vise l'examen du rapport provisoire de cette étude au plan national. L'objectif visé, c'est de recenser, d'inventorier tout ce qu'il y a comme artificiers juridiques, réglementaires dans chaque pays pour pouvoir les exploiter et bâtir après la charte de l'eau qui sera l'instrument institutionnel, juridique, voire politique qui va désormais guider toutes les formes d'utilisation de l'eau et des ressources naturelles du bassin de la Volta. Donc c'est un atelier pour analyser est-ce que les consultants ont bien fouillé au niveau de chaque État, au niveau du Burkina, tout ce que vous avez comme actes juridiques réglementaires et balisant les activités au niveau de la gestion de l'eau et des ressources naturelles dans le pays. Cette charte de l'eau revêt incontestablement une importance capitale pour le Burkina Faso. C'est très important d'élaborer, mettre en place des règles d'utilisation pour permettre en fait d'éviter les conflits et pouvoir gérer de façon harmonieuse cette ressource. Mais avant d'élaborer ça, il était nécessaire de faire un diagnostic du cadre juridique et institutionnel au niveau de l'ensemble des pays, de telle sorte qu'on ne puisse pas prendre des décisions qui puissent aller en contradiction avec les cadres juridiques qui sont déjà établis au niveau des pays. C'est le 19 janvier 2007 que l'autorité du bassin de la Volta a été créée par les chefs d'État et de gouvernement pour une gestion intégrée, harmonieuse et paisible des ressources en eau drainées par le fleuve à Volta. Au plan national, une politique de gestion des ressources en eau est adoptée depuis 1998 et aujourd'hui, pour prévenir les risques de dégradation de ces ressources, une police de l'eau a été créée. Le directeur général des ressources en eau est là pour nous en parler. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir. Alors, première question, quelle est la situation globale des ressources en eau du Burkina Faso? De façon globale, il faut se dire que les ressources en eau du Burkina sont très limitées. L'eau est une ressource rare dans notre pays. Comme vous le savez, c'est un pays sahélien où la pluviométrie n'est pas assez abondante. Et en plus de cela, avec l'effet des changements climatiques et la nature du sol, qui est constituée de 80% de socle, ne permet pas également d'emmagasiner suffisamment de ressources en eau. Alors, des actions sont menées dans le cadre de la protection et de la gestion de ces ressources. Que sont-elles? Il faut se dire que les ressources en eau du Burkina, comme je vous l'ai dit, sont limitées, mais cette ressource est fait l'objet de plusieurs usages et également l'objet de plusieurs atteintes. Et ces atteintes jouent réellement sur la qualité de cette ressource. Et c'est fort conscient de ça qu'en fait le gouvernement a mis en place un certain nombre de réglementations visant à protéger cette ressource. Et pour faire appliquer cette réglementation, il fallait mettre en place des structures qui puissent non seulement permettre aux populations de pouvoir connaître la réglementation, mais aussi de la respecter. Et c'est l'objet de la police de l'eau. En fait. Alors, la police de l'eau a été créée dans cette optique. Quel est son rôle? Son rôle principal, c'est de faire respecter la réglementation en termes de gestion des ressources en eau, afin de pouvoir protéger ces ressources. De façon générale, sur le terrain, les membres de cette police, qu'est-ce qu'ils font? Une de leurs premières missions, en fait, ils ont deux types de missions. Une première mission, c'est une mission administrative qui consiste en fait
à sensibiliser les acteurs et les usagers des ressources en eau pour qu'ils comprennent un certain nombre de réglementations qu'il faut respecter en matière de gestion et d'utilisation des ressources en eau. Et par exemple, il y a des bandes de servitude au niveau des cours d'eau à une certaine distance, généralement 100 mètres, il y a un certain nombre d'activités qu'il ne faut pas y mener. Il y a un certain nombre de produits également qu'on ne peut pas rejeter au niveau des cours d'eau. Et même pour les personnes qui réalisent des forages pour en chercher de l'eau, il va falloir faire des déclarations, de telle sorte qu'on puisse s'assurer de la qualité de cette ressource. Et il faut vraiment sensibiliser les acteurs et les utilisateurs de ces ressources pour qu'ils comprennent cela. Une deuxième mission également, c'est de pouvoir réprimer. Il y a un memento des infractions qui a été élaboré depuis 2016 et les personnes qui ne veulent pas respecter cette réglementation devront répondre en fait de leurs actes devant le procureur. D'accord. On a parlé des membres de la police de l'eau. Est-ce que qui sont ces membres-là? Ils viennent d'où? Est-ce que c'est de vrais policiers? Non, en fait, la police de l'eau, en fait, ce n'est pas un corps constitué tel que la police et la gendarmerie que nous connaissons. Mais en fait, c'est une structure qui est mise en place au niveau des directions régionales. Mais cette structure également met à contribution les officiers et les agents de police judiciaire et elle conseille également des agents assermentés des services de l'État en charge de l'eau et en charge en fait également de l'environnement et de la santé. Alors la population a son rôle aussi à jouer dans cette dynamique. Où et comment peut-elle saisir la police de l'eau? Et la police de l'eau est logée au niveau des directions régionales. On a 13 directions régionales. Au niveau de chaque direction régionale, on a une police de l'eau. Au niveau de la région des Hauts-Bassins, du centre-nord et du nord, la police est déjà opérationnelle. Les 10 autres régions auront leur service police de l'eau opérationnel d'ici la fin de l'année, cette année 2017. Et les missions, comme je vous l'ai dit là, c'est vraiment de sensibiliser la population au respect de la réglementation. C'est pour dire qu'en fait, la population a un rôle très important à jouer parce que ces services, c'est pour eux. Ce n'est pas un service qui a été mis en place à l'encontre de la population, bien au contraire. C'est pour protéger les ressources en eau, de telle sorte que ces ressources puissent permettre de répondre non seulement aux besoins actuels, mais aussi servir pour les générations futures. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que la population doit faire? Ne pas gaspiller l'eau, ne pas polluer l'eau. Qu'est-ce qu'elle doit faire au juste? Elle doit respecter la réglementation. Et cette réglementation concerne aussi bien la qualité de l'eau. Il y a des rejets qu'il ne faut pas faire. Il y a le respect des bandes de servitude qu'il faut délimiter. Il y a des activités qu'il ne faut pas faire au niveau des lits des cours d'eau, à une certaine distance, généralement 100 mètres. Il y a par exemple, les choses au niveau de l'orpaillage. Il y a beaucoup de produits que les gens utilisent. Il y a des gens qui lavent même les minéraux au niveau des cours d'eau. Et ça, ce n'est pas du tout bon, c'est très dangereux. Voilà. Il y a un certain nombre de réglementations de ce genre. Mais nous travaillons d'abord à sensibiliser la population. Il faut que la population puisse d'abord comprendre. Et si nous avons fait un certain nombre d'ateliers au niveau de toutes les régions du Burkina. Nous avons fait des spots de radio dans différentes langues locales pour essayer d'amener la population d'abord à vraiment comprendre et bien fonder la protection de cette ressource. Alors pour finir, M. Traoré, quelles sont les actions qui seront menées dans le futur par la police de l'eau? Bon, dans l'immédiat et dans le futur, on va d'abord mener des patrouilles de contrôle, de sensibilisation, mais aussi de constat. Voilà. Mais comme je disais, nous allons toujours continuer à sensibiliser. Il faut d'abord que la population comprenne. Ça, c'est très important pour nous. Voilà. Et également, dans l'avenir, on va essayer de faire le bilan. Et le bilan va nous permettre de ressortir un certain nombre peut-être des insuffisances, s'il y a nécessité de renforcer certains aspects, s'il y a nécessité d'impliquer davantage certaines personnes, telles que les autorités coutumières, si on se rend compte que peut-être leur implication n'est pas suffisante. En tout cas, on va faire un bilan pour essayer de voir là où il faut renforcer. Merci, M. Traoré, d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Que s'est-il passé ce matin à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo? Selon des témoignages recueillis sur place, des militants de l'ANEB auraient séquestré des étudiants dans un amphithéâtre avant de les passer à tabac. Il leur est reproché, toujours selon les témoins, de vouloir boycotter le mot d'ordre de grève de l'Association nationale des étudiants burkinabés. Arsène Konditambi. Dans les couloirs de l'UFLAC ce 4 décembre, ces étudiants viennent se plaindre à l'administration pour que justice leur soit rendue. 5 d'entre eux affirment avoir été tabassés par des militants de l'Association nationale des étudiants burkinabés. En cause, une campagne de dénonciation qu'ils ont entamée pour fustiger la série de grèves initiées par l'ANEB afin de défendre un des leurs sanctionnés en conseil de discipline. Au dit de ces manifestants, ils ont d'abord été séquestrés dans un amphithéâtre avant de se faire tabasser par une trentaine de membres de l'ANEB. Lorsque nous sommes venus passer dans les promotions, passer une information, recueillir
les avis des étudiants sur les grèves. Et c'est dans cette lancée-là que les étudiants de l'ANEP, les pseudo-étudiants de l'ANEP sont venus au bâtiment P-Sud et nous ont enfermés dans une salle. Ils nous ont empêchés de sortir, ils ont commencé à nous bastonner. Nous avons réussi à sortir de la salle et ils nous ont barrés également devant le parking du pavillon F. C'est là que j'ai été bastonné. Vous voyez les traces sur... nous avons tous été bastonnés ici. Voilà. Pour ces étudiants, l'ANEP agit uniquement dans ses intérêts et non dans ceux de la majorité des étudiants qu'elle dit pourtant défendre. Ils affirment également que la majorité des étudiants est contre ces grèves à répétition. Quand ils donnent les informations au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, tout ça là, ils disent la corporation ANEP de Ouagadougou et l'ensemble des étudiants part en grève tant. Non. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas l'ensemble des étudiants. Il faut préciser que ce sont les militants de l'ANEP et non l'ANEP et l'ensemble des étudiants. Parce que nous sommes donc de la portion des étudiants qui dit non à la grève. Au sein de l'administration, cette montée des violences sur le campus inquiète au plus haut niveau. On se dit prêt à sanctionner tout contrevenant aux franchises universitaires. Ce regain de violence nous inquiète beaucoup et je pense que vous-même vous avez été témoin. Pour nous, l'université devait être un cadre où les étudiants devaient venir apprendre et puis respecter quand même les franchises universitaires. Nous ne sommes pas d'accord pour la violence sur le campus. Nous n'avons pas été d'accord pour le cas de Bara. Nous ne serons jamais d'accord pour la violence sur le campus. Et quiconque lèvera la main sur un étudiant ou en tout cas un membre de la communauté universitaire sera sanctionné à la hauteur donc de l'acte qu'il a eu à composer. Et ça, nous sommes fermes là-dessus. Nous n'allons pas reculer par rapport à ça. L'ANEP Ouaga n'a pas souhaité réagir à ces accusations. Les responsables de l'association disent attendre d'avoir tous les détails de la situation avant de se prononcer. Instrumentalisés, les jeunes deviennent des acteurs de premier rang de l'incivisme et de l'insécurité au Burkina Faso. C'est l'organisation catholique pour le développement solidaire qui le dit, l'Ocades Caritas Burkina, qui entend amener la jeunesse à changer de comportement. C'est tout le sens du Forum national sur les questions de citoyenneté, de civisme et de respect du bien commun qu'elle a organisé le week-end dernier à Ouagadougou. Abdoulaziz Saré au Benguebré. Des attaques terroristes incessantes, un environnement sociopolitique où il est question de réconciliation nationale. Selon l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, plus que jamais, le Burkina Faso a besoin de stabilité et de paix pour construire son développement. En partenariat avec le Comité national de la jeunesse catholique du Burkina Faso, elle a initié un forum dénommé Carrefour des jeunes pour la paix. La paix est un don de Dieu, mais aussi le fruit des efforts des hommes. Jeunes du Burkina Faso, bâtissons une communauté de paix, c'est le thème. Nous avons voulu cette activité pour concourir à tous les efforts qui sont fournis au niveau de Burkina pour que nos jeunes soient éduqués, éduqués, formés dans ce sens de la recherche de la paix. Oui, c'est vraiment au niveau personnel que la formation doit se passer, la réalisation de la paix. C'est d'abord en soi que l'individu retrouve une paix en lui-même et qu'il ait ce désir-là de construire cette paix-là autour de lui, là où il vit. Et ensuite, toute la société sera bénéficiaire. La tenue de ce forum entre dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes en vue d'accroître leur sens de civisme, d'éveiller leur conscience et leur engagement pour une société de tolérance, de paix et de justice sociale. La singularité de cette rencontre-là, c'est qu'elle se veut être une rencontre où nous allons creuser davantage sur les éléments qui poussent à sortir du cadre de cette paix que nous essayons de construire là. Quelles sont les motivations des jeunes qui tombent dans l'incivisme et qui entravent cette paix et cette cohésion sociale là. Donc nous allons nous questionner sur cela. En deuxième lieu, nous allons apprendre justement à construire cette paix là et à maintenir donc les thématiques qui seront développées au cours de ces jours de Carrefour là. Plus de 300 jeunes venus des 45 provinces du Burkina Faso et de toutes les confessions religieuses ont pris part à ce forum. La paix au cœur de la célébration du Maouloud, de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. À Zogoré, dans le Yatenga, les fidèles musulmans ont prié samedi dernier autour du guide spirituel, le cheikh Ibrahim Kirakoya, pour la stabilité au Faso. Le reportage d'Abdoulaziz Saré avec la voix de Roméo Kweta.
Toutes ces personnes alignées n'ont qu'un seul objectif. Rendre visite à leur guide spirituel, le cheikh Ibrahim Kirakoya, qui les reçoit par dizaines pour des bénédictions. C'est le début de la célébration du Maouloud à Zogoré. Cette célébration de la naissance du prophète Mahomet est importante pour les fidèles musulmans. Le Maouloud est très bénéfique pour les fidèles musulmans. Certains quittent même le pays pour aller le célébrer ailleurs. D'autres le célèbrent à domicile. Le Maouloud est aussi l'occasion pour certains de se convertir en islam. Aussi, il favorise le rassemblement des populations. C'est en cela que sa célébration est très importante. Dans la soirée, des centaines de fidèles venus d'horizons divers ont écouté les prêcheurs qui se sont succédés au parloir pendant des heures avec comme message les valeurs prônées par le prophète de l'islam. Pendant ce temps, le ministre en charge de la jeunesse se trouvait auprès du cheikh pour prendre lui aussi sa part de bénédiction afin de bénéficier du soutien d'Allah dans l'exercice de ses fonctions. Oui, le Maouloud, vous savez bien que c'est une célébration qui rentre dans le cadre de la fête pour l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes une délégation du gouvernement qui sommes passés pour transmettre un message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, un message de soutien, un message de paix, un message d'accompagnement pour qu'il continue toujours de prier et demander à ce que notre pays aille de l'avant, qu'il y ait la paix dans le pays, qu'il y ait l'entente et la concorde entre les fils et filles de ce pays-là. Et c'est le sens de notre présence ici. Le Maouloud, qui signifie la naissance du prophète, se célèbre chaque année à la date du 12 de Rabia el-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Sa célébration à Zogoré a été une occasion pour les musulmans de faire des invocations pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. Pour être un artisan de la paix et de la justice, il ne faut pas se laisser définir par son statut, sa position ou ses avoirs, mais cultiver plutôt l'amour, la tolérance et l'humilité, car tout passe dans la vie et nous ne sommes rien et n'avons rien par nous-mêmes. Tout est grâce dans la vie. Merci de votre attention. À demain.